bonsoir à tous, merci d'avoir été à l'heure. C'est la dernière soirée de l'année, si je ne me trompe pas, pour le club Business Sarthe. Merci d'être là présent ce soir avec une thématique qu'on n'a jamais évoquée au club Business Sarthe autour du handicap en entreprise. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est très peu à connaître cette façon d'intégrer des gens dans l'entreprise. Et donc, on va apprendre plein de choses ce soir, j'en suis persuadé. Bonsoir à tous. Moi, c'est Quentin Lambert. Je suis directeur de la Fondation Amipi et j'avais d'autres postes avant. Ça fait 17 ans que je suis dans la Fondation. Et on est venu en force ce soir puisqu'il y a l'équipe du Mans qui est là. Donc moi, je rayonne sur l'ensemble de la Fondation, donc dans le Grand Ouest. Et l'équipe du Mans est présente avec son directeur Pascal Dréan et son équipe, donc Fatima, Lisa et Sophie. Et puis des anciens opérateurs qui sont passés chez nous et qui ont progressé et qui ont réussi à rejoindre le secteur ordinaire de travail. Donc il y a Dorian et Florence qui tout à l'heure pourront témoigner avec leur chef d'entreprise, leur nouveau chef d'entreprise, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, ce parcours d'insertion. Avant toute chose, on va se plonger quelques minutes dans la Fondation Amipi, et pour ça je peux faire un petit film très rapide, mais qui va vous plonger directement dans le cœur de nos métiers. Nous sommes chez un sous-traitant automobile. Ici, on fabrique des kilomètres de faisceaux électriques. À première vue, rien d'extraordinaire, si ce n'est que les 250 salariés sont tous reconnus travailleurs handicapés. J'ai fait toute ma scolarité en classe handicapée, sauf les 2 dernières années où j'étais en classe normale et j'étais un peu la victime de la classe, donc voilà, les autres s'en prenaient à moi. Mais grâce à ce travail ici, j'ai pris confiance en moi. Ça m'a aidé à l'autonomie parce que j'ai pu avoir mon propre appartement. C'était compliqué de rester chez les parents, donc là ça a permis d'avoir l'autonomie. Et puis oui, ça, aussi au niveau financier, c'est plus simple d'avoir aussi son argent et pas celui des parents aussi. Ils sont déficients cognitifs, souvent chômeurs de longue durée avant d'arriver ici. Mais attention, pas question d'y rester. L'usine apprenante inclusive, comme elle se définit, se veut un tremplin pour une insertion dans le milieu professionnel ordinaire. Si on fait les calculs depuis 2014, c'est quand même 540 emplois nouveaux que nous avons créés, 118 insertions et une dépense publique de 32 millions d'euros que nous avons évitées. Pour 1 euro d'aide publique, l'entreprise adaptée reverse 1,20 € à l'État sous forme de TVA ou de charges sociales. Romain est sur les rangs pour un job en entreprise ordinaire. Il déborde de projets. Ça m'a permis de passer mon permis voiturette, d'avoir mon appartement et maintenant de passer le permis de conduire que je repasse dans pas longtemps. En 20 ans, la Fondation Amipi, qui gère 6 usines dans l'Ouest, a réinséré 1500 travailleurs handicapés en CDI dans des entreprises classiques. Voilà donc un bref aperçu de la Fondation Amipi, et maintenant en détail un petit peu plus toute la partie identité et mission de la Fondation. Donc, la Fondation a été montée, comme on le disait tout à l'heure, en 1965 par Maurice Vendre, donc elle s'appelle Fondation Amipi Bernard Vendre, et c'est le nom de son fils. En fait, Monsieur Vendre a eu un fils trisomique dans les années 50-60, et à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Sur la partie neurosciences et sur la partie handicap, la médecine et les sciences n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Et la médecine, c'était le mot médical à l'époque, c'était « votre enfant est débile, débile il restera ». De là, il a vu sa femme faire des jeux d'apprentissage avec son fils et progresser. Et donc il s'est mis en tête, alors que toute la science n'avait pas avancé à cette époque-là sur la partie neurosciences, il s'est mis en tête que le travail manuel pouvait être un progrès pour les gens. Et donc il s'est mis en tête de monter d'abord des IME, des IM Pro, et les enfants arrivant à l'âge adulte, à un moment donné, il a monté ce qu'on appelait des ateliers protégés à l'époque, qui s'appelle maintenant entreprise adaptée, donc c'est ce qu'on est. Et ça a été vraiment les statuts de la Fondation. Donc les statuts de la Fondation, vous les retrouvez ici. Donc on était association jusqu'en 2005, et en 2005, on a été reconnu par l'État, fondation reconnue d'utilité publique. Et vous verrez tout à l'heure dans notre gouvernance, c'est-à-dire qu'on est sous gouvernance et sous tutelle de 2 ministères, ministère de l'Intérieur et ministère des personnes handicapées. Donc l'AMIPI, son objectif statutaire, c'est d'aider des personnes atteintes de handicap cognitif, donc anciennement c'est des handicaps mentaux, nouveau terme c'est handicap cognitif, ou public fragile, à développer leur capacité intellectuelle et à s'insérer socialement dans la société par le travail. Donc nos usines ne sont que des tremplins
où les personnes progressent via un outil industriel. Et l'outil industriel qu'on a choisi depuis 40 ans, c'est l'équipementier automobile. Donc on fabrique des faisceaux pour des grands groupes. Et ensuite, une fois qu'ils sont prêts, ils rejoignent le milieu ordinaire de travail. Et tout à l'heure, c'est les personnes qui témoigneront sur leur parcours d'insertion, comment ils ont été chez nous, comment ils ont progressé chez nous, et comment ils ont rejoint le milieu ordinaire de travail. Et donc, M. Richard, le président actuel, et donc le combat de M. Richard actuellement, c'est effectivement quelle est, on va dire, la place dans la société des publics fragiles, et pas que les personnes handicapées. Et donc, le combat actuel à la Fondation, vous l'avez bien compris, c'est aussi un combat de relocalisation du travail industriel, qui n'est pas que pour le public fragile, qui est pour tout, et c'est vraiment en ce moment les gros combats après le Covid. Et donc on se bagarre beaucoup pour la réindustrialisation et que les boulots manufacturiers reviennent en France. Les grands chiffres de la Fondation, donc la Fondation c'est 900 salariés, dont 750 opérateurs reconnus travailleurs handicapés. Depuis 2009, c'est 179 insertions au global. 6 usines de production basées dans le Grand Ouest, donc Nantes, Cholet, et à Cholet, il y a notre siège social qui est sur Cholet, Angers, Le Mans, Tours et Blois. Le Mans est une de nos plus grosses usines, donc elle est basée quartier de l'université, entre l'ITEM et le McDonald's, et c'est 130 collaborateurs, 8 encadrants, qui fabriquent tous les jours des faisceaux électriques. Donc si vous passez dans ce qu'on appelle anciennement la route de Laval, vous voyez notre grand totem, Fondation Amipi. Voilà. Il serait ravi de vous accueillir pour vous présenter en direct l'usine. Donc c'est 48 millions d'euros de non-dépenses publiques. Donc la non-dépense publique, comment on la calcule? Un opérateur, enfin, une personne reconnue travailleur handicapé au chômage coûte en moyenne à la collectivité 25 000 euros par an. Puisque c'est une personne qui va toucher soit le RSA, soit du chômage, et surtout qui va avoir beaucoup de dépenses médicales. Chez nous, quand ils sont chez nous en entreprise adaptée, quelle que soit l'entreprise adaptée, que ce soit Fondation Amipi, il y en a d'autres, il y a la DPI, il y en a d'autres, on a une aide au poste de 12 000 euros. En plus, ce sont des gens salariés. Donc chez nous, ils touchent 120% du SMIC et on paye des charges. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'État, d'un côté, vous aviez une dépense de 25 000, là vous avez 12 000, et c'est ce qui est dit dans le film, c'est-à-dire que nous, on paye des charges, donc en fait, c'est presque à ISOCOU. Et quand ils rejoignent le secteur ordinaire, comme Florence ou Dorian, pour la collectivité, c'est des boîtes privées qui les payent, et donc ils consomment, ils payent des impôts, ils ont leur voiture ou leur permis de conduire, etc. Et donc ils sont totalement insérés dans la société. Chiffre d'affaires, donc c'était quand même le chiffre d'affaires avant Covid et avant crise automobile, donc 33 millions de chiffre d'affaires, actuellement on est plus à 25 millions, parce qu'on a une baisse avec les pénuries des composants, on est en plein dedans. Et donc on fabrique 10 millions de faisceaux automobiles vendus par an à des gros groupes, donc on est fournisseur de rang 1 pour Stellantis et Renault, et après on livre des équipementiers, Plasticomium, Forvia, Flexengate. On fait tout ce qui est faisceau périphérique dans la voiture, et si vous avez une Renault, une Peugeot, une Citroën, une Ford, vous êtes quasiment sûr d'avoir un faisceau Amipi dans vos véhicules. Et généralement c'est le faisceau qui marche. Donc voilà, donc on fait des boucliers. Sur Le Mans, ils sont spécialisés beaucoup sur la 3008, 5008. Tous les faisceaux consoles, donc pour la boîte de vitesse et les consoles qui font version sport, version neige, etc. C'est au Mans qu'ils fabriquent le faisceau qui est derrière votre console. Donc si vous avez un problème et vous voulez une pièce de rechange, c'est là où il faut s'adresser. La particularité de la Fondation, c'est que tout son travail pédagogique, leur système de management qu'ils ont sur le terrain est basé sur un socle scientifique. Comme je vous l'ai dit au démarrage, au tout début, M. Vendre, il a été par itération et c'était des choses qui n'étaient pas encore prouvées scientifiquement. La science a avancé énormément. Il y a eu Eric Kandel qui a eu comment on appelle ça, qui a été lauréat, un prix Nobel, voilà, sur la plasticité du cerveau. D'accord ? Le cerveau humain, si vous faites un PET scan dans le cerveau humain, c'est de la bouillie. Il y a tellement de neurones, etc., que vous ne pouvez rien voir. Donc ils ont été obligés de prendre un des animaux qui avait le moins de neurones possible, qui est la limace de mer, pour voir ce qui se passait effectivement dans les neurones. Et contrairement aux idées reçues, les idées reçues qu'on a tous, c'est de savoir qu'on a un nombre de neurones à la naissance, et puis terminé, si on est né avec moins de neurones, tant pis pour nous. C'est pas vrai. Aujourd'hui, d'une part, les neurones se recréent, et ce qui est important, c'est pas les neurones, c'est les synapses entre les neurones, ce qu'ils appellent les routes neuronales.
Et donc c'est ça qu'il faut entraîner. Et souvent, les personnes atteintes de handicap, c'est qu'ils ont créé, soit de naissance, ou soit dans leur parcours, des névroses, donc ça veut dire des parties du cerveau qui sont effectivement atrophiées, et qu'il faut réentraîner. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on le sait maintenant avec les maladies d'Alzheimer, où il faut continuer à solliciter le cerveau pour ralentir la maladie, mais c'est pareil sur la déficience cognitive, c'est-à-dire que le fait de solliciter le cerveau par du travail manuel permet de développer des nouveaux synapses, permet d'entraîner des synapses sur des systèmes de mémoire, sur des systèmes de coordination, sur des systèmes d'être à l'aise à travailler des deux mains, ce qu'on appelle coordination complexe. On travaille aussi la coordination oculo-manuelle, c'est-à-dire travailler en aveugle. Voilà. Donc c'est tous ces gestes-là qu'ils apprennent dans nos ateliers et qui après font que, ils prennent confiance en eux et qu'ils sont prêts à rejoindre le milieu ordinaire de travail. Depuis 2005, on travaille avec 3 scientifiques. Donc une scientifique qui bossait avant tout avec l'éducation nationale et qui aujourd'hui a mis en place un parcours avec nous qui s'appelle Apprendre tout au long de la vie. Voilà, Pascal Toscani, dont Dorian a pu profiter chez nous. Et c'est ça qui a fait que chez Dorian, il y a eu ce déclic pour prendre confiance en lui et se dire je suis capable. Je suis capable de prendre mon destin en main et à un moment donné de rebondir et de rejoindre le milieu ordinaire. On travaille aussi sur les systèmes de mémoire. Ça, c'est pour améliorer nos apprentissages. Donc c'est le docteur Pamela Benta, qui est une chercheuse américano-suisse et qui travaillait avant plutôt dans des laboratoires et sur des animaux, sur les systèmes de mémoire. Et en fin de compte, c'est la première fois qu'elle voyait en usine, en entreprise, des gens qui tentaient effectivement de travailler sur les mémoires. Voilà. Il faut savoir que les systèmes de mémoire, c'est impressionnant. On pensait qu'il suffisait de dire à quelqu'un un mode opératoire ou des consignes, et puis il retenait. Aujourd'hui, le cerveau humain est fait en moyenne pour retenir 5 à 7 informations, là, tout de suite, maintenant. Ensuite, il faut l'ancrer, le pratiquer, pour que ça s'ancre dans un autre coin du cerveau. Et chez les personnes handicapées, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un empamnésique, donc ça veut dire la capacité à retenir des éléments ou des choses qui est plus faible, 3 à 4. Et c'est pour ça que nos modes opératoires, la façon dont on forme les personnes, est décomposée en petites tâches et en petits modules pour qu'ils puissent ancrer les apprentissages. Et une fois que l'apprentissage est ancré, la personne elle peut apprendre 50 tâches de mode opératoire. Et aujourd'hui, toutes nos lignes de production sont pensées duales, donc on a ce qu'on appelle la dualité chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des critères économiques et industriels, parce qu'on a quand même des clients qui veulent des prix raisonnables, on a des clients qui veulent de la qualité, mais à la fois, on pense aussi apprentissage. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de transformer nos opérateurs en robots et puis faire des petites tâches du taylorisme, c'est vraiment d'aller solliciter la mémoire, le cerveau. Donc, si on était une industrie classique, on irait chercher plutôt des temps de cycle à la minute, voire à la seconde. Aujourd'hui, nos temps de cycle sont en moyenne de 4 à 12 minutes. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils répètent. Donc, par rapport à ça, effectivement, on a une efficience qui est plutôt d'entour de 80% d'un rendement automobile par rapport à une usine classique. Et c'est pour ça qu'on a une aide au poste pour compenser cette perte de rendement par rapport à une usine ordinaire. Voilà sur la partie scientifique. Et dernière chose, et là on vous offrira à la fin de la soirée un livre qui a été écrit par Jean-Michel Augourian, qui est neuropsychiatre à l'hôpital américain à Paris et qui lui s'occupe donc de personnes qui sont hospitalisées. Et en fait, il expliquait qu'il retrouvait chez nos opérateurs, donc il est venu 3 mois en immersion dans 2 de nos usines, qui retrouvaient les mêmes maladies, mais qu'en hôpital-ci, les gens seraient en train de fumer devant la télé en regardant le plafond, et que chez nous, on donne du sens, se lever le matin, donner du sens au travail, avoir un objectif, adapter le poste, même si c'est compliqué, mais adapter le poste. Et voilà, et c'est ça qu'il a reconnu entre les CAPSI, on va dire, ou les personnes à l'hôpital et au travail. Au niveau, donc quand on est une fondation, donc on est une fondation à but non lucratif, hein, donc une fondation en du public. Donc Collège des fondateurs, c'est tous ceux qui, donc pour être fondateur, il faut soit avoir un rapport avec M. Vendre, soit avoir eu un enfant handicapé. Donc, donc M. Vendre est décédé en 2014, donc il y a sa femme
Maryse Vendre, qui est toujours au collège des fondateurs, Jean-Marc Richard, qui a pris la présidence, Louis Tribault, qui est l'ancien directeur de l'inspection du travail de la région Île-de-France, et puis Mme Richard, qui est la femme de M. Richard. Et ensuite, on a un collège d'experts. Donc ça peut être des experts souvent dans le milieu industriel. On a l'ancien patron de la stratégie de chez Forestia, qui était avant un de nos acheteurs, et qui à sa retraite, est venu administrateur de la fondation. Donc c'est tous des administrateurs bénévoles. Voilà. Donc c'est souvent des gens soit qui sont à la retraite, soit qui sont encore en... on a un jeune qui est à Washington, là, au FMI, qui travaille au FMI, mais c'est des gens souvent qui ont un parcours lié aussi avec le handicap. Et on a deux représentants de l'État, donc ça change en fonction des élections. Donc comme on est basé à Cholet, il y a le sous-préfet de Cholet qui représente le ministère de l'Intérieur et une personne qui représente le ministère des personnes travailleurs handicapés. Nos activités, on a donc 4 grosses activités. La quatrième, c'est Sophie qui vous la présentera tout à l'heure, c'est l'insertion, et ça sera tout le but du témoignage. La MIPI d'aujourd'hui, jusqu'à la crise Covid, la MIPI c'était ça, point barre. C'était équipementier automobile, 100% de nos chiffres d'affaires là-dessus, 2 gros clients essentiels, Peugeot et Renault, et puis historiquement, une donnée du travail. La crise automobile, enfin la crise Covid, crise des pénuries de composants, crise automobile, ça s'écroule, et donc aujourd'hui on a, on va dire, 20% en moins de charges. Et donc on s'est posé la question, on s'est réunis, et donc on a fait un axe stratégique qui se répartit en 2 grands axes. C'est s'ouvrir à d'autres activités manufacturières, et ce qu'on souhaite prouver, et c'est l'État aussi qui nous le demande, c'est de dire, la question c'est, est-ce qu'il n'y a que le faisceau, est-ce qu'il n'y a que l'industrie automobile qui peut faire progresser tel que vous le faites? Est-ce que vous ne pourriez pas, aujourd'hui, sur d'autres activités, créer les mêmes process, créer le même découpage et créer les mêmes postes apprenants sur d'autres process? Et donc on a pris le pari de se dire, on va garder 80% de notre chiffre d'affaires et notre activité dans l'automobile, et on va aller chercher d'autres secteurs. Et actuellement, c'est l'entreprise Mulliez Fleury sur le Choletais qui nous a fait confiance, et on a monté très rapidement, puisqu'en 2 mois on a monté une ligne de couture pour des vêtements de travail. Donc pendant la crise, on a déjà fait des masques comme beaucoup d'entreprises. Ensuite, on a fait les cabas des kits maternité. Donc ça, c'est l'État qui nous a fait confiance. Et là, c'est une entreprise privée, Mulliez Fleury. Donc on reçoit les blouses de travail et on vient personnaliser avec des logos d'entreprise. Donc soit des blouses, soit des manteaux, soit des gilets de quai, etc. Et on vient personnaliser les éléments. Donc ça, on va débuter par ça. Et ensuite, on est en recherche d'activités dans d'autres domaines, voilà, manufacturiers. Donc on recherche tout ce qui est la seconde vie. Donc là, on est en lien avec une entreprise sur Paris pour réparer des ordinateurs et faire de la seconde vie d'ordinateurs. On est aussi dans le petit appareil électroménager en lien avec des startups et des entreprises pour assembler des petits appareils électroménagers. Voilà. Et donc on est en recherche, effectivement, de sous-traitance dans d'autres activités, mais des activités manufacturières. Et on a créé, et ça je vous en parlerai, on a 50 ans de savoir-faire donc dans la progression des publics fragiles, et donc on a créé une entité de conseil et formation pour toute entreprise qui aimerait faire, par exemple, dans ses équipes, tomber les tabous sur le handicap, qui aimerait intégrer des personnes, les faire monter en compétences, mais qui n'a pas aujourd'hui des outils, qui a des craintes. On accompagne sur mesure des entreprises à passer ce cap. Voilà. Il y a beaucoup, aujourd'hui sur les RSE, il y a beaucoup de conseillers dans le domaine environnemental, puisque nous on se fait conseiller, d'ailleurs c'est à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes une entreprise et que vous avez une contribution à GFIP et que vous voulez aujourd'hui recruter des personnes handicapées, il n'y a pas beaucoup de personnes pour vous aider après à la montée en puissance, comment on manage, les outils, est-ce qu'on peut donner un objectif, est-ce que voilà. Donc tout ça, on accompagne les entreprises. Donc on a commencé, et c'est sur tout le territoire, c'est pas que là où on est, et donc on a commencé à Compiègne à alimenter, à conseiller une grande entreprise du luxe. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment parce que souvent les entreprises adaptées sont vues, et mes autres collègues aussi des autres entreprises adaptées pareil, ça reste dans l'atelier protégé où on fait un peu d'occupationnel. Pas du tout. Aujourd'hui, la MIPI, comme d'autres entreprises adaptées, sont très très professionnelles. Donc aujourd'hui, on a une propre équipe de prototypage, donc on sait faire des prototypes. On a une propre équipe d'industrialisation, donc on fait nos propres moyens de production. On se base aussi sur lean management, et c'est là où Patrick Cotet nous a énormément aidé, puisqu'il nous a accompagnés pendant 5 ans. Patrick est expert dans le lean management, et pendant 5 ans, Patrick
à former tous nos chefs d'équipe et tous nos responsables de prod aux techniques du lean management. Voilà. Qualité, donc, bon, secteur automobile, l'exigence du secteur automobile. Aujourd'hui, on signe des contrats à 5 ppm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le niveau qualité, c'est 5 pièces par million livrées chez le client. Au-delà de ça, si vous avez plus de 5 pièces défectueuses chez le client, le contrat est mis en jeu. Voilà. Et aujourd'hui, on a un résultat à 2. Donc ça veut dire que nos opérateurs aujourd'hui, et c'est le principe d'autocontrôle qu'on a, ça veut dire qu'à la fin du produit, quand Florence était chez nous, elle signe son produit, le prochain à avoir le produit, c'est l'opérateur chez Stellantis à Rennes ou chez Stellantis à Sochaux qui voit le produit de Florence Morins. Logistique, classique, donc là on a effectivement un taux de service voilà, qui est dans l'automobile, 99%, c'est le service qui demande en taux de service. Et on a un organisme de formation dédié, ils sont 4 à tourner sur tous les sites et habilités CAIOP, donc avec des systèmes de formation bien spécifiques. Les propositions vis-à-vis des entreprises, quand on travaille avec des entreprises, c'est d'une part, on est des fervents défenseurs du Made in France, hein, donc nos 6 sites sont en France et on se bagarre pour effectivement, aujourd'hui nos concurrents sont dans des pays à bas coût, et on se bagarre pour garder effectivement du travail en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, on essaye de combattre aussi la non-dépense publique. Donc notre combat, c'est le coût du travail, parce que souvent en France, on entend dire que le travail coûte cher, mais c'est le coût du travail versus le coût du non-travail. Voilà. On essaye vraiment voilà, de faire porter ce sujet, et il y a quand même des politiques qui le prennent en jeu, dont la présidente de région qu'on a rencontrée il y a peu de temps, Christelle Morancet, qui se bagarre aussi là-dessus pour soutenir, et d'ailleurs elle va nous soutenir parce qu'on crée une nouvelle usine à Cholet. On agrandit notre usine à Cholet dans le but de se diversifier. Le progrès par le travail, donc on pense énormément que pour des publics fragiles, que ce soit des publics handicapés ou autres, on croit énormément au progrès par le travail qui donne du sens aux personnes. La qualité industrielle, on en a parlé. Capital humain et AGFIP. Il faut savoir que quand vous avez une entreprise de plus de 20 salariés, vous devez avoir 6% de votre personnel reconnu travailleur handicapé, sinon vous payez une contribution AGFIP. Donc quand vous sous-traitez avec une entreprise adaptée, que ce soit nous ou une autre, vous profitez aussi de cette exonération de contribution. Et puis achat responsable, donc on est souvent face à des acheteurs qui effectivement, dans leur panel d'achat, et c'est pour ça qu'on bosse aussi avec PSA et Renault, c'est que dans leur panel, eux sur un véhicule, ils parlent en temps eux, mais quand ils fabriquent une 3008, ils doivent consacrer tant de fabrication au monde, au secteur handicapé. Voilà, dernier point, avant de laisser la parole à l'insertion. Voilà notre, on va dire ce qu'on a monté depuis le mois d'avril. Donc on a monté une nouvelle entité qui s'appelle AMI-PY Conseil et Formation, et qui est une entité d'essaimage, voilà, où on peut, on a notre savoir-faire qu'on a essayé de décomposer par tiroir, et en fait on fait une offre sur mesure aux entreprises pour les accompagner. Donc il y a une offre sur le sourcing et recrutement, parce que la question, c'est souvent ça qu'on se pose, c'est ok, moi je veux recruter je suis un chef d'entreprise, je veux recruter des personnes handicapées, mais où? Alors en Sarthe, c'est très bien, parce qu'effectivement Cap Emploi est très actif, etc. Mais par exemple, j'ai un client sur Cluse, qui est complètement enfermé dans la vallée de Cluse, où est-ce qu'il va recruter les personnes handicapées à côté de lui, à côté de chez lui? Donc là, compliqué quand vous n'avez pas les liens avec les IME, les IMPRO, les entreprises adaptées du coin, etc. Donc là, c'est tout le conseil en sourcing et recrutement. Ensuite, vous recrutez une personne, souvent, quel objectif on peut lui donner? Est-ce qu'on peut lui donner le même objectif qu'une personne classique? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc souvent, là, il y a un peu de surprotection qu'il faut savoir gommer. Comment on va réagir nos équipes? Voilà. Donc là, il y a toute la partie, on forme vos équipes. Voilà. Formation pédagogique. On a des outils, qui permettent effectivement de bien former les gens, on a des techniques de management qui permettent ça. Monter en compétences. Souvent, quand on fait de l'insertion, et c'est le témoignage qu'on aura tout à l'heure, ce qui peut bloquer, c'est si on les compare à des intérimaires. Un intérimaire, il va mettre 2 jours à comprendre votre process, le 3e jour, il est quasiment au rythme voulu. Nous, nos opérateurs, ils mettent plus de temps. Alors après, ils sont stables et ils sont fiables, mais par contre, la montée en puissance est importante. Hein, on témoignera avec des chefs d'entreprise tout à l'heure qui ont accueilli des opérateurs. Effectivement, il y a ce temps, et c'est aussi voilà, comment on utilise des outils pour faire monter en compétences. Vous voyez, par exemple, si je vous dis à la salle, on est dans un entrepôt logistique, il faut faire 1200 colis à la journée,
vous allez vite savoir votre temps de passage à midi si vous êtes en avance, en retard. Nous, on a 70% de nos effectifs qui ont des problèmes d'illettrisme et donc de calcul, de mathématiques. Donc 1200 colis à la journée, ça ne veut rien dire. Si vous ne savez pas diviser par 2 1200, c'est très compliqué. Et donc là, on a des techniques pour pouvoir faire des temps de passage à nos opérateurs et les faire progresser dans le temps. Ensuite, il y a toute la partie process apprenant et dual. Et là, il y aura un témoignage, je crois, sur le process visuel, sur ce qu'on peut apporter en process visuel. Ça se fait de plus en plus dans les entreprises maintenant, de moins mettre des modes opératoires à l'écrit, et comment on peut avancer sur le process visuel. Et puis l'insertion, alors là, c'est plus réservé aux entreprises adaptées comme nous, à nos pairs, puisque là, c'est vraiment comment des entreprises adaptées peuvent aussi mettre le même dispositif que nous. Et sur l'insertion, je laisse la parole à Sophie, qui va vous expliquer comment ça fonctionne l'insertion. Merci à tous. Donc aujourd'hui, on propose aux entreprises un parcours 1, 2, 3 insertion. Comment il se traduit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos opérateurs sont tous en CDI au sein de la Fondation et l'objectif, c'est qu'ils puissent signer un CDI dans une entreprise non protégée, sur un poste qui est complètement différent du secteur de l'automobile. Donc aujourd'hui, avant de proposer ce parcours aux entreprises, il y a plusieurs phases. La première, c'est que je puisse repérer une entreprise qui a un besoin, auquel cas je prends contact avec l'entreprise et on se présente mutuellement. L'objectif, c'est à l'issue de ce rendez-vous, donc c'est dans l'idéal, c'est d'aller directement sur le terrain, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui les missions, le poste où vous auriez un besoin. Et il faut absolument qu'on puisse repartir avec une fiche de poste, c'est-à-dire est-ce que le poste est physique, est-ce qu'il y a besoin de savoir lire, est-ce qu'il y a besoin de savoir compter, où est-ce qu'il se situe, si la personne doit avoir son permis, ou alors est-ce qu'elle peut y accéder en transport en commun. Il faut vraiment que nous puissions avoir toute une fiche de poste. Une fois qu'on repart du rendez-vous avec tous ces éléments, nous on en échange dans l'équipe sur effectivement ce débriefing d'entreprise. Ensuite, l'objectif c'est de faire une communication en interne sur la visite d'entreprise et qu'on puisse cibler, nous, des opérateurs que ça pourrait intéresser. Bien sûr, quand Florence d'Orient est arrivée à la Fondation, ou même pour d'autres, ils ont déjà un projet bien défini. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien travailler dans une jardinerie, ou alors j'aimerais bien être dans la mécanique automobile. Et pour d'autres, ils n'ont pas du tout d'études, ou ils n'ont pas du tout, en fait, d'idée dans quoi se lancer. Donc c'est aussi à nous de leur proposer les différentes pistes que nous, on peut avoir. Une fois qu'on a ciblé les personnes que ça pourrait intéresser, on les présente à l'entreprise. Donc le mieux, c'est également aussi de visiter leur site, puisque nous, on a beau leur expliquer ce que l'on a vu, le poste, l'univers, l'entreprise, ils se font une idée des fois qui est tout autre de la réalité. Donc souvent, quand j'arrive avec 3-4 opérateurs sur site, pour certains, ils se disent ah c'est complètement ce que j'avais imaginé. Donc oui, j'ai vraiment envie de rencontrer, d'aller un petit peu plus loin. Ou alors pour certains, ils se disent non, c'est beaucoup trop grand, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Auquel cas, lors de cette visite, ils retirent un petit peu leur candidature. Pour les opérateurs qui, au contraire, sont positifs et se disent voilà, moi le poste me plaît et l'entreprise me plaît. Là, donc les chefs d'entreprise ont un petit échange avec chacun des opérateurs rencontrés. Donc, c'est-à-dire que l'entretien est soit accompagné par moi, donc moi j'interviens plutôt en support sur quand il y a un petit blanc, je relance un petit peu les échanges, ou alors les échanges se font vraiment en face à face, c'est-à-dire que moi j'attends derrière la porte et l'entretien se fait classiquement. Voilà, ça dépend un petit peu de comment on voit les choses avec l'entreprise. Et à l'issue de toutes ces rencontres, c'est de cibler 1 ou 2 candidats pour démarrer ce projet insertion. La première phase, c'est une période de stage. Le stage, c'est une durée de 15 jours qui est gratuite pour l'entreprise qui reçoit nos opérateurs. Et ce stage a pour but de valider comme quoi on a bien ciblé la bonne personne. Est-ce que aussi l'opérateur, ça lui plaît? Donc c'est vraiment de valider le bon candidat. À l'issue de ce stage, on fait un petit point d'échange sur comment s'est passée la période. Si tous les feux sont ouverts, on continue sur un contrat de mise à disposition. Donc le contrat de mise à disposition, c'est un contrat de plusieurs mois qui est en lien, c'est un contrat tripartite avec l'inspection du travail et qui permet là la montée en compétences de l'opérateur. Si jamais la personne a besoin de passer des CACES, des habilitations électriques ou autres, il peut bénéficier de toutes ces formations. Donc là, c'est vraiment la montée en puissance au niveau des compétences. À l'issue de ce parcours, donc qui peut être modulable, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend bien sûr du poste, parce que pour certains, les missions sont assez simples, pour d'autres,
il y a des horaires d'équipe, il y a la polyvalence, donc ça peut demander beaucoup plus de temps. À l'issue de ce parcours, donc on fait un point. Si tous les feux sont ouverts, on part sur la signature d'un contrat CDI. Si on voit à l'issue de ces quelques mois qu'il y a encore des choses à retravailler, il faut passer peut-être d'autres formations, etc., là on peut reprolonger ce contrat. Voilà. Et à l'issue, bien sûr, de ce contrat de mise à dispo, c'est la signature d'un contrat CDI en entreprise classique. Voilà. Ce que nous on propose en parallèle de ce parcours, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'équipe peut amener son support dans une piste d'insertion, que ce soit sur du management visuel. Comme le disait Quentin, on peut aussi l'accompagner sur un poste de préparation de commande, créer des supports de fiches comme on a chez nous, pour accompagner l'opérateur sur son rythme de travail. Voilà, donc on propose en tout cas différents supports pour que l'opérateur puisse gagner en autonomie et en compétences. Voilà. Donc peut-être après passer le relais Non, mais c'est passionnant. Merci déjà pour les présentations, parce que ça y est, je pense qu'on a pas mal compris de choses. Moi j'avais juste une question. Donc si j'ai bien compris, en fait, toutes les usines dont tu parlais tout à l'heure, oui, elles appartiennent directement à la fondation. Oui. Alors c'est une fondation privée, c'est une fondation privée, mais quelque part qui vous appartient, qui appartient à tout le monde, qui appartient à l'État, puisque aujourd'hui on reçoit des aides publiques. Et puis nous, l'objectif, si vous voulez, le vœu vraiment pieux aujourd'hui de la fondation, c'est que dans chaque ville de 100 000 habitants, il y ait des usines apprenantes et inclusives comme la nôtre pour une centaine de personnes. Voilà. Et donc c'est ça le combat un peu de la fondation, c'est que si dans les villes on pouvait avoir des usines tremplins comme ça pour des publics fragiles qui puissent s'aguerrir, qui puissent se former et ensuite rejoindre le milieu classique. Voilà ça. Donc vraiment, je vous invite, parce que là c'est vrai que c'est une présentation dans une salle, etc. Pour ceux qui ont l'occasion de prendre contact avec Pascal, avec Sophie, avec toute l'équipe, d'aller visiter sur place. Alors là, on va voir les témoignages, on va se rendre compte. Mais d'aller visiter, d'aller voir sur place ce que ça donne, c'est là où vraiment tous les tabous tombent. Et je pense que pour les gens qui ont inséré à un moment donné, c'est cette visite qui est clé pour dire ok, j'ai compris. Et en fait, moi je dis souvent un truc, et le fondateur le disait aussi, c'est par le travail, l'handicap s'efface. C'est-à-dire que là on parle d'handicap, etc. Mais vous allez voir tout à l'heure Florence et Dorian témoigner. À un moment donné, la question qui se pose, c'est en fait, il est où l'handicap? Et l'étiquette, elle s'en va. Bien sûr que dans mes usines, si je sors cahier, crayon et qu'on fasse une dictée, là, effectivement, on verra les difficultés. Mais aujourd'hui, si par contre, vous voyez mes usines travailler, on va dire, au niveau même qualité, au niveau produit, l'handicap s'efface complètement. C'est des usines totalement ordinaires avec des personnes totalement ordinaires. Voilà. C'est ça qui est incroyable quand on ne connaît pas du tout votre dispositif. Le petit plus aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur Le Mans, mais on se développe aussi à travailler sur le secteur de Sablé-sur-Sarthe, de la Ferté-Bernard. Donc on accompagne aussi nos opérateurs sur ces parcours insertion, qui sont aussi pour certains un parcours de vie, sur trouver un logement. Trouver un logement, comment, pour ceux qui n'ont pas permis, comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux? Donc est-ce que c'est accessible, je ne sais pas, est-ce qu'on peut les aider dans le financement d'un scooter, d'un vélo, si jamais c'est à proximité? Et aussi sur des choses toutes bêtes, que des fois on ne pense pas quand ils sont chez nous. Par exemple, je prends l'exemple de Quentin qui était au niveau du magasin. Il a toujours eu des chaussures de sécurité à scratch. Le jour où il est arrivé en stage dans son entreprise, sur un poste de préparateur de commande, la première difficulté, il a eu des chaussures de sécurité avec des lacets. Et bien tout de suite, il s'est mis en difficulté, il s'est dit mais ça y est, première difficulté, comment je vais faire, etc. Donc on a dû l'accompagner en lui faisant un mode opératoire visuel avec des photos pour comment on fait des lacets. Donc vous voyez, aujourd'hui on les accompagne sur vraiment différentes choses qui pour nous ça paraît acquis, mais pour eux non. Et c'est vraiment toutes ces aides qui font que aujourd'hui les parcours réussissent. Et ce qui est très important, parce que là on vous montre le côté effectivement des opérateurs, ce qui est important c'est pour les familles aussi, parce que les parents, et vous voyez c'est quand même des parents là qui ont monté la fondation à NIPI, Monsieur Vande était parent d'un enfant trisomique. Pour les parents, il y a une surprotection qui est là, qui est évidente et qui est obligatoire en fin de compte. Et si vous voulez, le fait que l'enfant ait son propre salaire, voilà, il gagne 120% du SMIC, qui peut effectivement avoir son permis, qui peut avoir son propre appartement. Parce que c'est souvent aussi des questions dans les familles, etc. C'est ouais, mais à un moment donné, moi je ne vais pas être à vie, je vais laisser mon enfant, et qu'est-ce qu'il va devenir, et qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc voilà, pour les familles, c'est aussi un soulagement. Alors c'est une peur de laisser son enfant travailler. Moi j'avais des exemples, par exemple, j'en parlais tout à l'heure
je ne sais plus à qui, j'avais une maman qui est venue me voir et qui m'a dit, mais en fait, ma fille, moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez l'envoyer dans telle entreprise, moi, chez moi, elle ne vide même pas le lave-vaisselle. Alors que chez nous, quand ils sont responsables de magasin, c'est Lisa qui gère le magasin avec les opérateurs, il y a plus d'1 million d'euros de matière au magasin. Si au niveau informatique, ils se plantent et qu'ils me surcommandent des trucs, etc., ils plantent plus de 500 000 euros. Voilà. Au niveau qualité, un arrêt de ligne chez un client Stellantis, moi j'ai connu une fois un hélicoptère partir de Tours pour aller à Sochaux, c'est des milliers d'euros. Donc on leur fait confiance et à un moment donné, bah oui, ils ont des tâches. Là, on va discuter maintenant avec les entreprises ordinaires qui les ont recrutées. Ils ont des tâches et je veux dire, ils n'ont pas un gars à côté qui surveille ce qu'ils font, etc., Ils sont responsables comme tout le monde, quoi. Et je pense que c'est grâce à ça qu'ils acquièrent aussi la confiance en eux et qu'ils sont encore plus productifs et qu'ils ont plus de facilité à faire leurs tâches. Ah ouais, bah c'est eux qui vont nous le dire maintenant. Ouais. Bah, très bien, justement, juste une petite question. Les horaires de l'usine au Mans, par exemple, c'est quoi? C'est en 2-8? Non, au Mans, alors c'était en 2-8 avant 2008-2009. On est passé, donc il y a eu 2008-2009 qui a aussi fait un peu baisser la charge, donc on a passé la plupart de nos usines en 1-8 et on a plus que 2 usines en 2-8. Donc on a un site à Nantes qui est en 2-8. C'est notre plus gros site, 250 personnes, et en fait c'est là où on a nos machines pour couper les fils. C'est là où il y a le plus grand investissement, et donc là c'était bénéfique de les laisser en 2-8. Et on a le site de Blois qui est resté en 2-8 pour des raisons de place au sol, parce que c'est un des plus petits ateliers, et donc là pour avoir du monde il fallait rester en 2-8. Mais c'est clair qu'en termes d'apprentissage, en 1-8, on arrive beaucoup plus à les suivre en termes d'apprentissage, et ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça qu'on a grandi Cholet aussi, c'est d'avoir plutôt nos usines en 1-8, au moins pour que l'équipe encadrante, ils sont 7% d'encadrants, pour vraiment les suivre sur des parcours individualisés. Donc les heures de travail 8h, 16h30. D'accord. Voilà. Et 8h midi le vendredi, parce que c'est 35 heures semaine. Et quand il y a des coups de bourre chez le client, modulation haute le vendredi, et on bosse le vendredi après-midi pour livrer le client. D'accord. Alors bah, je vais inviter en première Florence Morès, qui est donc une travailleuse insérée. Voilà. Tu peux venir nous rejoindre? Viens avec nous. Et puis je vais inviter aussi Karine Avril, qui est l'ancienne directrice de chez Domitis, qui est une résidence service senior. Enfin, elle va nous expliquer. Et puis, on va avoir le témoignage côté employeur, côté personne insérée. Voilà. Je vous laisse vous présenter l'une et l'autre. Sophie, est-ce que toi, Karine, quand on s'est rencontrés, est-ce que tu avais je sais pas, des freins, des appréhensions avant que Florence arrive en stage? En fait, c'était plus que des appréhensions, c'est que quand tu m'as appelé pour me dire je travaille chez AMIPI, donc comme vous tous, comme pas. J'ai dit ok, venez me voir, mais moi je vois pas. Donc résidence senior, résidence Domitis, on accueille des seniors qui sont plutôt autonomes. Hein, ils louent des appartements dans la résidence. J'ai dit mais je suis non, pourquoi parce que le handicap, on parle du handicap visible, et on se dit mais je vais pas faire des gens en fauteuil roulant, faire du ménage, donc ça c'est pas possible. Bref, donc je te vois arriver. Elle est forte. Je l'avais dit déjà à Quentin. Elle m'explique le fonctionnement. Alors, la petite histoire, c'est que tu avais été à l'accueil de la résidence de Métis bien avant que moi j'y arrive. Donc, elle connaissait la boutique. Donc, du coup, elle était très forte. Et donc, du coup, elle m'explique. Je me dis, ok, mais ouais, ça m'intéresse parce que le concept a l'air très très bien, mais moi, je ne pourrais jamais embaucher quelqu'un handicapé, c'est pas possible. Je suis donc allée visiter l'usine. Et Quentin m'a dit, il a dit tout à l'heure, je vais ressortir en disant bah ouais, en fait je vais prendre quelqu'un parce que la visite elle est vraiment clé, oui, et elle révèle vraiment tout ce qui est fait, et ton discours était aussi là-dedans. J'ai dit ok, bon bah on va voir. Donc on a fait visiter la résidence que tu connaissais. On a eu, je ne sais plus quand c'était vous, Florence, 4 candidats. Oui. 4 candidats. On a fait passer un entretien. Oui, c'était 2018. Oui, ça passe vite. Possible. Ouais. Et puis on a choisi Florence, qui était depuis 18 ans chez la MUPI quand même. 18, juste 20. Ouais, 20. 20 ans, quasiment. 20 ans. Donc grosse appréhension.
Et puis, nous, grosse préparation au niveau des salariés. J'avais 30 salariés et puis des résidents. Parce que c'était pas une arrivée de salariés classique, en fait. Et du coup, on a préparé les collègues en disant, voilà, c'est une nouvelle façon qu'on va avoir de travailler et on va accueillir Florence différemment. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est et l'accueil des salariés qui a été plutôt intéressé, et puis les résidents. Je me suis dit, il y a deux choses qui vont être super, c'est que moi j'ai changé d'avis sur le handicap en venant chez la MIPI. On était 3 recrutés, on est tombé d'accord à l'unanimité sur Dimitri, notre grand gaillard qui était depuis 18 mois. Et sachant que sur les 4 candidats que j'avais présentés à Karine, il y en a 3 qui étaient issus de la formation un petit peu hôtellerie, donc ils avaient déjà fait des CAP, ils avaient déjà un petit peu pratiqué lors de stage, et Dimitri qui lui n'avait jamais mis les pieds dans un restaurant, dans une plonge, donc c'était le seul qui appréhendait parce qu'il disait mais moi je n'ai jamais été dans cet univers. Et au final, c'est lui qui a été retenu parmi tous les autres candidats. Il y a eu un truc avec Dimitri qu'on a fait venir pour de la plonge, étant donné qu'il ne connaissait pas du tout le milieu, on l'a mis à la plonge. Puis au bout de 15 jours, il dit, avec son air un peu, mais moi je veux faire autre chose. Okay. Donc on l'a mis au service du soir, il y avait moins de résidents et c'était un service un peu plus cool. Et puis au bout d'un mois ou 2, mais je veux faire comme tout le monde, on a dit ok, banco, on y va. Et aujourd'hui, alors j'y suis plus moi depuis à peu près 6 mois, Dimitri a aussi été préparé, en tout cas l'équipe a été préparée. On a complètement zappé qu'il était handicapé. Mais des fois un peu trop aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, d'être entouré et qui a besoin de soutien. Et on oubliait tellement qu'il était handicapé qu'on l'a toujours traité comme tout le monde en fait. Sauf que des fois, de temps en temps avec l'équipe, je dis hey, vous vous rappelez, il y a des différences. On ne peut pas lui parler et agir avec lui comme avec tout le monde. Dimitri est maintenant un serveur parmi tous, d'ailleurs peut-être des anciens. Il a rencontré l'amour à la résidence aussi. Donc même si je ne suis plus chez Domitis aujourd'hui, quand Sophie tu m'as appelé cette semaine pour me dire est-ce que tu peux venir, c'est évident que je voulais témoigner parce que c'est une expérience qui moi m'a changé sur le regard du handicap, qui a changé le regard de mes salariés et aussi des résidents et des familles. Et c'est une super aventure, quoi. Et je peux en parler tant que tu veux. On va laisser justement parler un peu Florence, parce que nous, on est impatients d'entendre Florence qui nous raconte comment... Alors moi, déjà, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que tout à l'heure, tu dis ça faisait 18 ans qu'elle était... 20 ans qu'elle était à la fondation. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Elle a fait d'autres emplois avant Ça fait 20 ans où elle était en tant qu'opératrice de production au sein de la fondation. Donc, en fait, il peut y avoir des évolutions. On ne reste pas toute sa vie au même endroit. Non. Votre fondation permet aussi de passer de chez un employeur à un autre. Non. En gros, ça fait 20 ans qu'elle travaille. Donc, chez nous, enfin, au Mans, on a à peu près... en ligne de production, on a une vingtaine de lignes de production différentes. On gère à peu près 70 produits différents, etc. Donc depuis 20 ans, elle était sur ligne de production dans l'automobile et elle fabriquait des faisceaux depuis 20 ans. Alors après, sur des faisceaux différents, etc. Et si elle n'a pas eu l'insertion, elle serait encore chez nous à faire des faisceaux électriques. Il y en a qui restent, les parcours sont individualisés, donc il y en a qui restent jusqu'à la retraite, il y en a qui rentrent à 20 ans et qui restent jusqu'à la retraite. Oui, donc là tu considères que c'est l'insertion dans le milieu ordinaire. Ça y est, j'ai... Voilà. Et donc là, et par exemple, donc 20 ans, et le collègue qui a rejoint, donc Dimitri, 2 ans chez nous, c'est ça? Il a fait 2 ans chez nous, il est parti. Il y a des gens qui ont besoin de 10 ans pour effectivement être prêts, puis il y a des gens, ils ont besoin d'1 an, 2 ans, ça dépend, les profils, les parcours sont vraiment individualisés. Parce qu'en fait, quand on parle d'handicap cognitif, donc handicap mental, c'est très très large. Ça va de maladies de naissance, bon, les plus connues, trisomie, autisme, etc. Mais jusqu'à des handicaps, voilà. Et Florence, je veux dire, si on ne sait pas qu'elle a un parcours de vie qui fait qu'elle a eu une reconnaissance handicap, on ne peut pas le deviner, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, donc c'est des parcours totalement différents et individualisés de chacun. Qu'est-ce qui fait qui t'a poussé à aller... Voilà, j'ai voulu aller faire un autre boulot que Domitis, la MIPI, pardon. La MIPI. Et j'avais voulu aussi voir comment ça fonctionnait parmi ce que nous on faisait avec Quentin et Sophie. Et dans ma tête, j'ai voulu dire, voilà, il faut que je me lance pour aller au milieu ordinaire. Et puis bon, oui, Sophie nous avait dit qu'il y avait des places à pourvoir à Domitis.
Donc moi j'ai dit oui, voilà, je me suis lancée, j'ai dit pourquoi pas. Dans ma tête je lui dis allez, un bon coup de pied aux fesses. Et puis je dis allez, je vais voir Sophie. Puis bon, je dis voilà, je me lance, je voudrais sortir de la MIPI pour aller chez Domitis, pour voir comment ça fonctionne, le travail. Et je me suis dit, ben, je suis capable de le faire, quoi. Donc voilà. Donc on a été avec Sophie, voir la directrice, Karine Avril, et puis François et François. Voilà, comme elle vous a dit, l'ancienne directrice, qu'il y avait un entretien individuel chacun. Donc d'abord on a été visiter. On a fait une visite. Ouais. Oui, voilà. On a visité d'abord la résidence. Après, avec le directeur, si je ne me trompe pas, on était dans la lingerie. Il y avait une calandre et il nous a posé une question. Il nous a demandé à quoi ça consiste cette machine. Donc bah, moi, je me suis lancée, quoi. J'ai dit, bah, il me dit oui, allez-y, mademoiselle Morin. Je lui ai dit la réponse. J'ai dit, bah, la calandre qui sert ici, ça le sert pour passer les draps et les serviettes de table, les nappes de table. Il m'a dit très bien. Bah, après, il m'a dit, bah, comment vous savez ça? Je lui ai expliqué, je dis bien avant, j'étais à l'IM Torigny-sur-Douai. C'est parce que j'avais une maladie. J'y étais à l'âge de 10 ans. Parce que j'avais du mal à lire, à compter. Donc on n'avait pas le choix avec ma maman. Et comme mon papa était décédé, donc, voilà. Et puis bon, bah... elle n'avait pas le choix, donc je suis allée ici à 12 ans et je suis partie à 20 ans. Et puis voilà, on m'a dit tôt ou tard il faut que tu partes. Donc j'ai dit oui, voilà, j'avais pas le choix. Et puis ma maladie, c'est parce que j'avais une méningite, Food Island. Je suis allée à la pouponnière dès la naissance. Et je suis sortie, ma maman m'a récupérée à 1 an. Et puis, voilà, j'ai eu des difficultés. Puis après, j'avais fait des stages bien avant de venir à la MIPI, à Domitis. Donc j'avais fait plusieurs stages en me débrouillant, d'ailleurs. Puis j'avais mis ça à côté de moi. Comme je ne savais pas faire trop les lettres pour écrire, donc ça va, mes soeurs, elles étaient gentilles avec moi. Puisque je suis la dernière. J'ai invité Dorian à venir nous rejoindre avec qui est un opérateur inséré du coup dans la vie active, en CDI, si j'ai bien tout compris. Et puis elle est accompagnée de M. Toblin, qui est son responsable de plateforme, c'est ça? Oui, exactement, responsable anthropologistique, oui. Alors, racontez-nous l'arrivée de... Alors moi, je ne connaissais pas du tout le milieu d'insertion de milieu. Donc vous avez pris contact à l'époque avec Mme Conan, notre directrice des ressources humaines, qui est venue me voir et qui m'a demandé si ça m'intéressait d'intégrer des personnes à situation de handicap au sein de l'anthropologistique. Donc moi, j'ai jamais été fermé justement, et je lui dis... Est-ce que vous pouvez d'abord préciser, j'ai oublié de le dire, CBM, votre société, qu'est-ce Oui, que c'est vous faites? Carbus maintenant. En fait, c'est du commerce de gros. On achète de la pièce de bus et on revend la pièce de bus, la pièce détachée. Donc de bus de car. Oui, de bus de tram, voilà, exactement. Donc on est leader sur la France et maintenant sur le Canada, l'Australie. On a une filiale en Italie, en Espagne et en République tchèque pour la petite histoire. Voilà. Donc c'est pas mal. Plus de 25 000 références au catalogue et puis voilà. Et pareil, quartier université, derrière le quartier université. Exactement. On est voisins. La proximité a fait aussi que le contact a été beaucoup plus facile. Et puis donc vous étiez venu avec ces 3 personnes, 4 3 personnes. 3 personnes, Ouais. voilà. Donc il y a Dorian, Léo qui est aussi aujourd'hui pas présent mais en CDI chez nous. Donc voilà. Mais est-ce que vous aviez est-ce que tout du moins les équipes de terrain avaient un petit peu des peurs, de se dire comment est-ce qu'il va intégrer l'équipe, comment ça a été perçu l'arrivée Au sein de mon personnel, non, pas du tout. Enfin, on leur a juste donné l'information. Ils étaient ravis, ils étaient tous partie prenante vraiment d'intégrer
des personnes à situation de handicap chez nous. Donc après, on a un service de réception, des services de préparation de commandes. Voilà, donc non, il n'y a pas eu d'appréhension du tout. Ils ont été plutôt bien accueillis. Alors pour la petite histoire, CBM, il y avait vraiment peu de salariés, donc c'est encore un esprit un petit peu familial, même si aujourd'hui on a vraiment grandi, où on est 175 salariés dans le monde. L'esprit famille est resté, si vous voulez. Donc le fait d'accueillir des personnes à situation de handicap, c'était pour nous un petit challenge, et puis une manière de faire voir aussi qu'on voulait intégrer des personnes et aider des personnes handicapées. Et toi alors Dorian, comment tu as vécu ce parcours? Qu'est-ce qui fait que tu as osé te lancer? Alors, au départ, j'étais pas vraiment, je veux dire, chaud à me lancer. C'était pas emballé. Et le stage m'a permis de découvrir mieux l'entreprise et ça m'a donné envie. Et comment tu t'es senti pendant le stage? Que tu t'es senti bien accueilli? Est-ce que Oui, c'est une équipe super, un travail super. J'ai pas les mots pour. Et combien de temps alors du coup tu as passé toi chez Amipi? Amipi, j'ai travaillé pendant 3 ans. Ah oui, donc tu as rapidement sauté le pas. Et Amipi m'ont beaucoup aidé à évoluer. Et raconte peut-être Dorian ce qui t'a le déclic, parce que toi tu as participé au. Oui. Donc on a un programme qui s'appelle Neurosciences, apprendre tout au long de sa vie. Tu as participé à ce programme, donc explique un petit peu en quoi ce programme t'a fait à un moment donné prendre confiance en toi et faire ce jump là, vers l'entreprise ordinaire. Où j'avais toutes les semaines le neurosciences, c'était comprendre comment marche son cerveau? Oui, voilà, c'est ça. Et des choses. À la fin de la formation, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit que fallait que je me lance. Que c'était pas. J'étais capable de le faire. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est souvent, donc il y a le handicap qui est présent, et en plus du handicap, il y a une perte de confiance énorme qu'il y a eu. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui sont malheureux, mais par exemple, si dans des fratries, vous allez toujours avoir, tu feras toujours moins bien que ton frère. Vous voyez, par exemple, alors ça existe de moins en moins, mais dans les écoles, il y a des gens qui ont créé des névroses avec les coups de règle sur les doigts quand on ne savait pas lire ou écrire. Le bonnet d'âne, tout ça, pour des gens en vraiment difficulté, ça peut créer aussi des névroses qui font qu'à un moment donné, on se recroqueville dans une coquille, on s'invente un monde, on se renferme sur soi-même. Et ce parcours neurosciences, on leur demande au démarrage, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Et la plupart des opérateurs répondent, moi je sais rien faire. Moi je sais rien faire. Et en fait, on les emmène à avoir confiance en eux. Par exemple, c'est tout bête, et ça peut se faire aussi avec les enfants, mais prendre un bus, savoir lire un horaire de bus, de tramway, etc. Voilà. Donc tu sais, aujourd'hui, lire ça, t'orienter dans une ville, etc. Tu sais te guider. Est-ce que tu sais faire un mode opératoire? Non. Tu as déjà fait une recette de cuisine? Oui. Une recette de cuisine, c'est un mode opératoire. Ah, d'accord. Et en fait, ils prennent conscience petit à petit que là, au travail, tu fais ça. Mais là, le petit faisceau que tu fais, il va dans une voiture qui coûte 30 000 €. Ah bon? Et là, tu as déjà fait un défaut sur ta ligne? Non. Dans le milieu ordinaire, voilà ce qui se passe. Et en fait, c'est mettre des mots en face de leurs compétences pour qu'ils prennent conscience de leurs compétences, pour qu'ils prennent confiance aussi de leurs acquis, et qu'à un moment, ils se disent, mais oui, pourquoi pas moi? Mais c'est vrai qu'ils se sont tellement mis en tête, certains, que... De toute façon, au milieu ordinaire, c'est le niveau, c'est la Ligue des Champions, et puis nous, on joue en national. Jamais de la vie, voilà. C'est un peu le principe. Et petit à petit, ils prennent confiance. Et pour Dorian, qui était assez timide, assez... voilà, CBM, paf, et puis après, t'as dû le voir, j'imagine, petit à petit. Bien sûr, aujourd'hui, il a une confiance totale en lui sur les différentes opérations qu'on a pu lui confier. Ils ont commencé avec des opérations basiques d'estampillage, où on avait seulement, nous, des livraisons fournisseurs, avec des palettes complètes, où on leur donnait des étiquettes, une quantité de 1000 étiquettes pour 1000 produits, où ils estampillaient. Aujourd'hui, on peut donner une multitude de références, une multitude de palettes.
on leur donne le bon de pré-réception, enfin nous on a fait la réception en amont, et après ils se débrouillent avec toutes les activités, toutes les différentes palettes fournisseurs qu'ils ont, où ils sont autonomes. Aujourd'hui, Dorian arrive même, voilà, il fait même de la réception, c'est-à-dire qu'on l'a laissé un petit peu, enfin il a pris confiance en lui, maintenant on lui donne des réceptions monoref, monopalettes, et il est capable d'identifier les produits, estampiller les produits, faire la réception au niveau informatique sur l'ordinateur, et puis Laurent Hervé qui est mon responsable réception continue à l'accompagner, et c'est avec le sourire que Dorian vient au travail. On le voit tous les matins, c'est toujours le premier, donc on peut aussi dire sur la ponctualité, ça je tiens à le dire. Moi je commence très tôt et je le vois toujours, il passe devant mon bureau. Salut Stéphane, et si j'oublie de lui dire bonjour parce que je suis occupé, non, il attend. Et je lui dis excuse-moi Dorian, bonjour. Et c'est vrai que c'est toujours comme ça, il faut dire ce qu'il en est. Donc non, franchement, c'est... Et ça fait combien de temps que tu es... Inséré CBM. Oui. Ça fait 1 an qu'il est en CDI chez nous. Et il y a déjà autant... Oui, il y a déjà eu plein de... Oui, en fait, je pense que... C'est bien. J'insiste un petit peu sur l'esprit encore familial qui est CBM. Et en fait, on est tous là pour s'aider mutuellement, que ce soit un chef d'équipe, que ce soit le chef d'équipe, il va aller aider voilà, son subordonné. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de faire évoluer tout le monde, aussi bien. Mais c'est vrai que l'une des réussites, parce que on gère plein de bassins, etc. L'une des réussites, c'est effectivement l'implication aussi des équipes, tout à fait. Des équipes, que ce soit chez Domitis ou dans toutes les insertions qu'on a faites. Et c'est là où on accompagne sur faire tomber le tabou, parce que souvent le danger, c'est la surprotection. En fait, le danger, c'est là où on croit, c'est là où il faut mettre les curseurs. Le danger, et c'est ce que me disait le fondateur, c'est faire attention à ne pas les considérer comme des petits lapins. Voilà, c'est pas des petits lapins, Dorian, je veux dire, quelqu'un de très capable, etc. Et en fait, il faut le manager comme une personne classique. Et ce qu'a dit Florence tout à l'heure, c'était très clair. C'est, à part voilà, le mode opératoire écrit qui peut faire peur, ou certaines consignes qui de temps en temps peuvent être... vous voyez, le second degré, par exemple, des fois, c'est compliqué. Voilà, je peux vous donner des exemples marrants. L'informatique, alors pas pour cette génération, là, mais pour une génération avant, l'informatique, c'était sport. Voilà. Mais petit à petit, voilà, ça vient. Donc c'est des adaptations qu'il faut avoir, mais sinon, dans le management de tous les jours, et même au contraire, dans l'objectif qu'il faut leur fixer, je veux dire, on a fait de l'insertion chez Socamen à Champagné. Faut faire des colis la journée. Alors, ils n'y arrivent pas comme les intérimaires, ça c'est clair, hein, au bout de 3 jours. Mais il faut y aller, quoi. Et puis à un moment donné, ils remplissent leur objectif. Hein. Je pense que tes objectifs, et t'aimes bien. Et toi, par exemple, un chef qui te coucoune, ou un chef qui te... C'est quoi que tu préfères? Non, il faut avancer, il faut... Voilà. C'est bien. Bon, merci Dorian d'être venu. De rien. Merci. J'ai un autre témoignage de chef d'entreprise, un collègue, Monsieur Thierry. Trébuchet, mais de l'entreprise Thierry. Il aimerait bien, Monsieur Thierry. On a le boss et tout. Tout à fait. Donc là, du coup, vous êtes tout seul ce soir? Très bien, oui, je suis tout seul. Effectivement, donc Guillaume Bourgu, qui a été quelqu'un chez nous, qui a passé quelques mois et même quelques années chez nous. Donc tout le parcours et tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent, on l'a vécu également de la même manière. Donc Guillaume Bourgu a fait effectivement 15 premiers jours de stage pour connaître l'entreprise. Alors juste pour situer quand même Thierry, on est donc une plateforme logistique de préparation de commandes. On a 2 types de préparation de commandes, une préparation détail pour les particuliers, on va faire le sachet de frites, le pot de glace, surgelé. Donc voilà, surgelé. Et puis on a de la préparation magasin, donc sur du carton complet. Donc l'environnement de travail qui est quand même très particulier puisque les gens travaillent à moins 24. Donc c'est dans un congélateur pour faire ça. Donc Guillaume qui est arrivé chez nous, effectivement sur ces 15 premiers jours a appris. Au préalable, on avait déjà fait faire une visite pour savoir si le froid pouvait le faire parce que ça reste quand même, c'est pas anodin, donc de travailler à moins 24. Donc à partir du moment où ça matchait entre nous et lui, où il était partant pour faire l'essai. Donc on a fait plusieurs périodes de stage, hein, puisqu'on a fait 8 mois complets donc sous l'entité AMIPI. On l'a mis juste sur un poste de préparation détail, donc vraiment unitaire pour le particulier. On ne l'a pas mis en magasin. Et puis, il a fallu qu'il progresse.
Il y a une certaine réticence quand même, de manière globale, sur tous les gens qui étaient chez nous, hein, puisqu'on travaille, quand ils travaillent dans une équipe, ils travaillent avec à peu près 30 personnes. Et globalement, les gens étaient plutôt réfractaires, il ne tiendra pas les cadences, il n'y arrivera pas, il va falloir l'aider souvent. C'était un peu le sentiment en général. Voilà. Et puis, bon, avec Sophie, on a aussi essayé de construire des choses un peu différentes pour effectivement l'aider à se positionner par rapport à la cadence qu'il devait tenir, parce que bon, la cadence est assez soutenue, hein, il faut faire de 360 UV à l'heure, donc ce qui n'est pas neutre. Donc, comme Quentin le disait tout à l'heure, les opérations ne sont pas forcément faciles. À milieu de la journée, à quel cadence je suis. Il avait du mal à se repérer. Donc, effectivement, on a adapté un peu un tableau de bord pour lui, où à chaque pause, il pouvait se positionner. On lui avait mis un tableau d'objectifs, pour faire simple, heure par heure. Et il se positionnait, est-ce que je suis en avance, en retard ou pas. Et in fine, on a fini par l'embaucher. Donc il a fait après 2 ans chez nous. Il atteignait ses cadences. Et ce que disait Madame aussi, ce qui est concret, c'est qu'effectivement ils sont présents, ils sont respectueux, ils sont attentifs, ils sont gelés, en effet. Et bon, malheureusement, on n'a pas pu poursuivre parce qu'il a déclenché une maladie qui s'appelle la maladie de Raynaud. Donc, en fait, c'est une maladie du sang, hein, par rapport au froid. Donc, malheureusement, on s'est séparé de cette personne, mais sinon, il serait toujours chez nous s'il n'avait pas eu cette maladie. Donc, quand la maladie de Raynaud a été décelée, donc, il faut savoir que quand l'opérateur signe un CDI en entreprise classique, les liens ne sont pas coupés, c'est-à-dire qu'on garde toujours le lien, on prend toujours des nouvelles, que ce soit via l'entreprise ou l'opérateur. Donc là, en l'occurrence, on s'est contacté et on a essayé de voir ensemble quelle était la meilleure solution pour rebondir après pour Guillaume. Donc là, après, on avait référé à la direction de la fondation, donc il a pu réintégrer l'usine du Mans, et puis à l'heure actuelle, donc il a réussi à retrouver un CDI chez un autre de nos partenaires. En fait, c'est le contrat. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est pas après de les réinsérer. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous partez du principe qu'ils partent avec un billet aller et qu'il y a potentiel un billet retour, c'est compliqué aussi pour eux. C'est clair. Donc, mais par contre, il y a deux fois où on a fait ça. On a fait ça aussi une fois avec le Covid, une entreprise qui a dû réduire sa voilure parce que le Covid arrivait, et donc le dernier embauché égale le premier sorti. Donc là, le truc, c'était, il revient chez nous et on met le paquet pour trouver une entreprise, parce que, si vous voulez, on savait qu'il n'avait plus rien à apprendre chez nous. Il avait été en CDI dans le milieu ordinaire, il était prêt. Et même pour lui, revenir face à des collègues et machin, c'était un peu l'échec. Donc là, on a mis le paquet. Et il y a une entreprise qui nous suit énormément et qu'on remercie, qui n'a pas pu témoigner ce soir, puisque c'est leur soirée d'entreprise. C'est l'entreprise Foussier. Ils sont rendus à la 8e insertion. Parce qu'eux, ils sont en croissance... d'Alon, ils sont en croissance comme ça. Et donc c'est notre contact là-bas, Charlie, là, qui fait du super boulot de management, vraiment, qui est très très bien, et qui a une équipe d'une 30aine de personnes, là, mais génial chez Foussier. J'ai dit, mais moi, des profils comme ça, j'en veux. Voilà. Préparateur de commandes, voilà, il est prêt en plus, il a été formé, parce que c'est ça aussi. C'est quand ils arrivent chez vous, dans l'entreprise ordinaire, nous, ils ont du câblage automobile et tout, mais ils se forment à d'autres métiers. Ils apprennent d'autres métiers. Et donc, quand on a fait 2 ans, il a dû faire 2 ans chez Thirier en préparateur de commandes, Charlie, chez Foussier, il dit, attendez, moi je le prends. Là, votre gars, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un employé, quand vous l'avez dans vos équipes, qui a toujours le sourire, en plus, Guillaume. Avec Guillaume, c'est quelqu'un qui était très ouvert. Voilà, très ouvert, et puis c'est des gens... sociable, voilà. C'est vite mis dans les équipes. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un potentiel futur Alors on est toujours en lien. Voilà. Employé qui va rejoindre. On a essayé il y a quelque temps. Ça a changé, je suppose, le regard de vos salariés maintenant. Ah oui, ça a changé. Alors après, ce que nous on s'est adapté aussi, c'est qu'on a mis en fait, on a détaché un conducteur de ligne pour le mettre en tant que tuteur. Donc il l'accompagnait assez régulièrement au début pour pouvoir justement lui donner les bons gestes, les bons repères. Donc, et aujourd'hui, les gens, oui, quand ils ont des handicapés, de toute façon, on a 3 handicapés aujourd'hui chez nous. Il y a même des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont handicapés. Bon, bravo Thierry.
Et merci Monsieur Trébuchet. Je rajoutais juste pour rejoindre un petit peu ce qui s'est dit et ce que Quentin disait, on avait quand même eu une difficulté aussi quand on parlait des parents qui étaient protecteurs. Ouais. Donc Guillaume, on l'avait mis au départ dans des équipes alternantes, nuit, matin. Donc c'est à la Ferté-Bernard, donc c'est un peu en campagne quand même. Donc il lui avait été trouvé un logement sur la Ferté-Bernard, il venait en vélo. Et quand on s'est approché de l'hiver, on s'est dit vélo c'est pas possible. Quoi. Voilà. Donc il a fallu travailler un peu au corps quand même ses parents qui étaient très protecteurs, qui ne voulaient pas, voilà, un scooter ou d'autres moyens de locomotion. Donc finalement on a réussi à leur faire arriver et voilà, c'était plus confortable pour lui. Merci de cette précision, en effet. Très intéressant. Merci, Monsieur Trébuchet. On a un dernier témoignage qui va être en fait par quelqu'un. Lynn, elle est où? Alors, c'est pas. Elle a pris le témoignage de quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer, l'entreprise Sartpliage, et elle va nous expliquer en quelques mots. Oui, quelques mots. Oui, donc avec Patrick Côté, nous avons partagé une mission de 6 mois avec un cycle de formation et d'accompagnement pour se préparer à la reprise et puis avoir les bonnes compétences en management auprès des chefs d'équipe et d'autres responsables aussi en comptabilité, en commercial. Et donc c'est une entreprise qui fait principalement des bardages de grande longueur, c'est ce qui est le plus connu pour le bâtiment. Et donc c'est une équipe de production qui compte entre 10 et 15 personnes, même jusqu'à 20 selon le volume d'activité. Et donc c'était le moment de pouvoir les rendre plus performants, et c'est la volonté du gérant de leur apporter un cycle de formation un peu original. Donc au lieu de passer des journées sur les chaises d'une salle de formation, en fait on a fait des petites séquences de 2h30, voire 3 heures, et comme ça ils pouvaient à la fois être formés et appliquer très très vite. Et donc Patrick Côté est intervenu sur le côté organisation industrielle, et côté apprentissage, on est complètement d'accord depuis le début, c'est qu'on apprend en faisant, donc en travaillant. Et donc les deux chefs d'équipe responsables et le responsable de production ont eu droit à une visite, une première visite à la MIPI, et ça a déclenché quelque chose de flagrant, c'est-à-dire que là où on met beaucoup de mots à expliquer, réexpliquer, dire pourquoi, en fait la visite à la MIPI leur a ouvert les yeux, comme quoi la communication visuelle était beaucoup plus parlante que d'autres communications. Et en fait, ils ont été frappés aussi par la mise en œuvre du 5S dans un endroit beaucoup plus grand que chez eux. Et le point aussi... Tu peux préciser les 5S? Le 5S, oui, c'est tout ce qui est rangement, tri, archivage, mise à la poubelle, enfin voilà, c'est technique de lean management pour rendre un poste de travail toujours opérationnel et pour l'opérateur, même ceux qui se suivent, même le lendemain, se sentent en pleine efficacité. L'image que vous avez tous en tête, c'est l'établi super bien rangé avec le tournevis le marteau, etc., au bon endroit. Et ça, c'est vrai que dans nos usines, dans beaucoup d'entreprises, ça va être fait avec des classeurs, avec beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, etc. Ce qu'ils ont mis en place, l'équipe du Mans sur leur usine, c'est un grand tableau Velleda qui représente l'usine, avec donc des aimants qui représentent tous les bâtiments, l'usine et les moyens de production. Et en fin de compte, le matin, il y a une personne qui fait le tour de l'usine et qui après prend des codes d'aimants où il y a marqué encombré, mal rangé, pas propre, etc. et qui va mettre aux endroits. Et ensuite, il y en a un autre qui fait le tour et qui corrige le tir. Et en fait, ça tourne. Mais si vous voulez, on a repris un peu les techniques. Si vous avez des enfants en maternelle, c'est exactement pareil ce qu'ils font en maternelle. Donc on n'a rien inventé. Les techniques de ligne, et c'est là où Patrick Côté nous a accompagnés pendant des années, donc c'est des techniques basées sur l'entreprise qui est connue là-dessus, c'est Toyota, parce que ça vient de Toyota. Tout ce qui est et donc, on a adapté toutes ces techniques du lean
pour que nos opérateurs soient acteurs de la production et soient acteurs de cette activité. Donc le 5S, l'encadrement fait presque rien. C'est les opérateurs entre eux qui se challengent pour une soit propre. Et Le Mans était pilote là-dessus. Puis après, nous, un de mes rôles, c'est de faire du benchmarking intersite. Et donc après, sur Tours, sur Blois, etc. Donc le premier point, c'est affichage, communication visuelle. Et en fait, ce qui les a marqués aussi, c'est que les opérateurs étaient autonomes. Alors effectivement, dans une petite structure de production, on se dit mais ça devrait être simple. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'avec d'autres moyens, d'autres outils pédagogiques, d'autres outils apprenants, eh bien, ils pouvaient faire autrement. Et donc ils ont mis en place un nouvel outil pour ranger leur palette. Et en fait, ils ont intégré les opérateurs pour mettre au point cet outil. Et en fait, c'est gagnant parce que là, il n'y a plus de problème de rangement. Il n'y a plus de problème de matériaux qui sont cassés, etc. Donc, voilà. Et donc, ça leur a donné encore plus d'idées, puisque en fait, je dirais l'objectif de la formation, globalement, était de rendre plus acteur chaque collaborateur, chaque personne. Et donc là, ils ont déjà envisagé un projet sur les étiquettes, sur la maintenance de leurs propres moyens de production. Donc voilà, ils se projettent maintenant, mais ils se projettent tous ensemble. Il n'y a pas cette notion, il y a bien la notion de chef. Donc ils avaient entre chefs, entre guillemets, du visuel, de la préparation, de la planification. Et maintenant, c'est vraiment, toute l'organisation du travail est intégrée au niveau des opérateurs. Et eux travaillent en 2-8. Merci Lynn.